Allez, on va faire une petite FAQ. J'avais reçu des questions sur Instagram et Facebook, et du coup, c'est l'occasion d'essayer d'y répondre. Donc, il y en a eu quelques-unes assez intéressantes, donc on va commencer tranquillement. Et il y a une question qui est pas mal revenue, c'était comment je peux m'entraîner marche et vol quand je viens d'un endroit en plaine. Ouais, bah, faut déménager. Non, en gros, le problème, ça va être le travail de dénivelé, surtout, et donc de puissance musculaire. Donc, il y a quelques solutions pour y remédier. Il peut y avoir des escaliers, déjà, donc des travails de force dans les escaliers. L'idéal, c'est quand même d'avoir des escaliers assez longs, parce que les fractions d'effort longues seraient plus intéressantes. Quelques minutes, ce serait pas mal. Mais en gros, c'est quand même c'est une des solutions. La deuxième solution pour faire du travail de force, ça va être le vélo, donc le cyclisme, et d'aller faire des sorties, par exemple, uniquement grand plateau. Donc quel que soit grand plateau, et puis faible cadence de pédalage. Ça marche pas, ça marche bien. Ça se fait aussi sur home trainer. J'en fais un peu de temps en temps. Par exemple, un exercice qui se fait bien pour la force musculaire sur home trainer, bon, c'est échauffement, et puis après c'est 10 fois 1 minute, 1 minute. On va mettre un gros braquet, des fois un petit peu de frein, et on va monter à une intensité en gros Z3 pendant 1 minute. 1 minute, on revient à Z2, 1 minute Z3, etc. Donc ça dure une vingtaine de minutes l'exercice. Et c'est pas mal pour développer de la force musculaire. Et puis la dernière chose, c'est qu'on voit aussi maintenant les records de dénivelé. Ils sont quand même beaucoup sur des toutes petites buttes. Souvent, c'est des montées de 70-80 mètres. Et il y a ça. Et bon, les mecs sont des machines dans le dénivelé. Mais bon, bien sûr, ils s'entraînent en montagne, mais ils font quand même leur truc sur une butte quand même ridicule. Donc ça vaut le coup d'aller voir ce que fait quelqu'un comme Christophe Nonorg, par exemple, en termes d'entraînement, qui est le recordman du monde de dénivelé. Il fait beaucoup de dénivelé, par exemple, lesté, et sur les petites portions, comme ça. Donc ça peut être... c'est des pistes à creuser, mais en tout cas, si ça marche pour des records comme ça, bon, ça doit marcher pour la plaine. On trouve toujours une butte quelque part. Alors on avait une question de pourquoi je me blesse, et bah souvent c'est parce que tu t'entraînes comme un idiot. Voilà. Non, alors il peut y avoir des raisons physiologiques de base, hein, mais en gros, comme d'habitude, l'entraînement il doit être adapté à soi, le volume, l'intensité. Mais souvent, quand on se blesse, c'est très souvent qu'on ne gère pas bien ces deux curseurs-là. C'est que trop de volume, trop d'intensité, pas fait au bon moment. Donc voilà, on voit un peu il y a différents profils dans le mec qui se blesse. Il y a un peu le spécialiste de toute sortie est une intensité. Donc il va à chaque fois implémenter du 30-30 en gros, ou des choses comme ça qui musculairement et au niveau des articulations quand même des grosses contraintes, mais voilà, c'est parce que souvent la charge d'entraînement est pas bonne. Très, très souvent, c'est le seul facteur de pourquoi on se blesse, c'est la charge d'entraînement. On m'a demandé aussi si je faisais des étirements. Zéro, voilà, zéro séance dans l'année. Je déteste ça, je vais être très honnête. Scientifiquement, bon, c'est encore débattu. Moi, je me blesse pas pour le moment sans en faire, donc je me dis que je vais continuer comme ça. Sur la prépa du sac, bon, on essaie d'être un peu le plus light possible, et il faut une petite routine préparée quand on range et quand on sort le sac. C'est-à-dire que c'est un peu comme en ski de rando, quand vous mettez les pots, vous les enlevez, vous reclipsez tout, les chaussures, etc. Une petite routine, ça marche pas mal. Ça évite de perdre du temps avec des gestes un peu inutiles. Si on est un peu pressé sur un décollage, ça arrive des fois. La pluie arrive, ça arrive quand même souvent en marché-vol, et on a besoin de décoller vite. Donc chaque chose qu'on fait, c'est pour, par exemple, souvent on sort en premier le casque, on le met tout de suite au lieu de le poser là et puis il roule dans la pente. Du coup,
Dans le casque, il y a le bœuf, on l'enfile, on attend d'avoir fini de transpirer, on change directement les fringues qui arrivent souvent ensuite. Et puis après, très souvent, moi je me mets directement dans la sellette et puis j'étale la voile et je démêle en étant dans la sellette. Et bon, avant j'ai rangé mon sac dans la sellette et puis basta. J'étais pas très bon là-dessus aussi avant, jusqu'au jour où première X-Alp en 2019, deuxième décollage, parce que le premier c'est quand même à Salzbourg, ça va. Mais le deuxième décollage, je pense que j'ai pris 10 minutes sur la préparation par un certain Kriegelmaurer. Donc, parce que c'était un endroit qui était pas du tout, voilà, c'était très en pente, etc. Et donc du coup, il faut aller aussi le travailler en entraînement. C'est des minutes qui s'envolent bêtement. Et puis, par exemple, d'avoir bien plié sa voile sur le posé précédent, ça a un intérêt parce que tu t'évites 1000 nœuds aussi. Moi, j'avais des nœuds incroyables sur ce décollage. Et depuis ce jour-là, j'ai quand même essayé d'être un peu moins mauvais sur ce poste-là. Comment finir sa journée à la Born to Fly? Les fins de journée, c'est vraiment un moment chaud on va dire tactiquement, parce que c'est là que se font quasiment les plus grosses différences avec le matin aussi. Parce que ceux qui vont voler l'heure de plus, ben, souvent c'est 25 bornes, quoi. 25, ça peut être 30 bornes avec un gros dernier glide, donc la différence, elle peut être rapidement énorme, alors qu'au cours de la journée, bon, les écarts se sont maintenus très souvent. Mais ouais, la fin de journée, c'est un moment chaud, donc il faut que ton équipe, en un sens, arrive à... C'est là que l'équipe peut être vraiment intéressante, arrive à te délester un tout petit peu du choix de positionnement pour le lendemain. Ou en tout cas que tu aies déjà une idée de ça, te dire: «Ah tiens, là, je vais essayer de me positionner là». Et en fait, il faut se concentrer un maximum sur essorer les conditions, quoi. Si tu es encore en l'air, là, il faut se concentrer sur essorer les conditions et aussi être à l'affût. C'est pas facile à faire parce qu'on est toujours un peu sous la pression de la deadline horaire du décollage, du dernier décollage possible, mais des fois, il y a des super coups à faire je pose là, je remonte 300 mètres et tu vois, à 19h45, quoi, par exemple. Et là, je me mets un glide de 10 bornes derrière. Il y a des choses comme ça qui sont vraiment pas faciles à percevoir et il faut réussir à rester focus dans ce moment-là parce qu'il y a vraiment des grosses différences à faire. Mais ça se travaille aussi en cross, hein. Il y a tu vois, un mec comme John Marin, c'est un spécialiste des fins de journée. C'est une machine. Genre, ouais, faut être positif aussi. Il faut réussir à se dire. Ouais, il en reste, tu vois, un mec comme Simon Beronner, il est bon. Bah, moi, Kriegel, on n'en parle pas, il est très bon. Mais ouais, Oberonner, il cire bien la Nasdaq aussi. Ouais. Bah, comment on sait que ça devient trop fort, turbulent, dangereux? Ça, c'est pas simple à répondre. C'est avoir conscience de beaucoup de son niveau, quoi. En fait, moi, j'ai toujours eu du mal à répondre à cette question parce que j'ai toujours eu l'impression d'avoir avoir la perception, tu vois, du truc que là, bon, ça devient un peu chou. Ouais, sur le rôle de l'assistant, il est important pour la sécurité. Déjà, c'est le lien avec l'organisation. Bon, ça, c'est vraiment son rôle premier. Et après, ça dépend un peu. Il faut juste que ce soit une communication entre lui et toi sur ce que vous venez chercher. C'est-à-dire qu'il faut aussi pour lui, parce que ces journées sont longues, qu'il se sente impliqué. Donc il faut lui donner des choses à faire. Alors il va en avoir à faire de toute façon, parce que bon, il y a des choses assez basiques qui sont ravitaillement, etc. Mais après, on peut impliquer en fonction de l'envie. Mais il y a la prise, par exemple, prise des webcams, prise d'infos météo. Il peut, si tu aussi as besoin sur les infos du live tracking, par exemple. Donc ça, c'est en fonction des gens. Moi, je sais que si je suis sur des phases où je suis pas sur une phase très bonne de mon vol, que voilà, je suis plutôt en train d'essayer de rattraper. J'aime pas avoir trop d'infos. Enfin, ça dépend des fois, mais je suis pas friand de toutes les infos possibles et imaginables. J'aime bien une info ciblée de temps en temps. Puis dans d'autres situations, je vais plutôt apprécier avoir plus d'infos. Dernière chose, ça va être
en regardant un peu le tracking, s'il sent que ça commence à être un peu la misère, essayer de t'envoyer des options de routage. Donc, il sent que ça va poser, si c'est un pilote notamment, essayer de te donner des options de chemin où toi tu peux le rentrer directement sur Relief Maps, ça te donne l'endroit où aller. Donc voilà, qui soit capable de détecter un petit peu les moments qui peuvent t'amener à poser, ça c'est aussi intéressant. Ouais. Voilà, après il y a plein d'équipes qui fonctionnent de manière différente, il y a plein de choses à piocher chez un peu tout le monde, et puis ça dépend toujours de la vision qu'on a de la course, quoi. Du coup, sur la gestion j'ai une question sur la gestion des instruments et des outils de routage en l'air. Donc, ouais, des applications, je vais d'XCC Track à Relief Maps, XCC Track pour tout ce qui est navigation générale et gestion des espaces aériens, et puis Relief Maps sur les routages. Donc, le routage, j'essaye soit quand je suis très haut, que j'ai le temps de regarder un petit peu en amont, voilà, en amont ce qui va m'arriver dessus, et de voir les options qui peuvent s'offrir à moi si je viens poser quelque part. Donc je peux faire des go-to à certains endroits, regarder ce que dans l'ensemble je peux avoir sous la main, et j'essaye de switcher rapidement si je sens que d'un coup, parce que des fois en quelques minutes ça peut devenir la merde en parapente. Donc si je vois que ça va poser tout de suite ou que en gros je suis dans un point bas, si j'ai un moment, je switch tout de suite sur l'appli et je mets un point à l'endroit où je voudrais redécoller. Ça me donne le chemin le plus proche pour poser le plus proche du chemin. Donc c'est ce petit jonglage à faire qui est pas très simple des fois. Ouais, après des fois le repérer les chemins, en fait tu le fais aussi visu, quoi. Enfin, tu vois il y a un chemin là, tu les vois quand même bien des fois. Mais tu peux confirmer avec Relief Maps, ça fait jamais de mal. Et dans l'ensemble, ouais, quand ça commence aussi dans l'anticipation qu'on peut en avoir, quand ça commence à être un peu compliqué, il faut mieux, et qu'on est proche d'une option de redécollage, poser le plus tôt possible. Si on est vraiment très très dubitatif sur le fait que ça va sortir, poser le plus tôt possible, le plus haut possible. Ça, c'est quand même une des choses qui permet d'économiser du temps, quoi. Des fois, tu sors. Des fois, tu. En fait, des fois, à trop poser aussi, Ouais, il y a des fois, tu fermes des. Enfin, en fait, des fois, ouais, Ouais. En fait, si tu regardes, même si tu regardes les traces, un Kriegel, il pose pas si souvent. Il sort très souvent. Mais en tout cas, quand tu as vraiment un gros doute, bon, ça vaut le coup de poser. Si c'est redécollable en plus, hein, on n'en parle pas, hein, mais tu réfléchis un coup. Mais ouais, c'est là que le gros pilote fort de cross, il est quand même. Mais ouais, c'est sûr que c'est toujours. Même moi, je suis pas sûr d'avoir réponse à la question parce qu'il y a tellement en fait, chaque situation est tellement différente dans ces moments-là. Donc j'ai une autre question, c'est comment on étudie le terrain en amont de la course. Donc ça, c'est un travail qui est, je pense, majeur quand même sur une course de marché-vol, parce que tout ce que tu vas pouvoir faire un peu en amont, je pense notamment, tu peux prendre des traces, regarder où les mecs sont allés décoller. Donc tous les décollages du secteur déjà, bon, les décollages officiels, mais aussi sur XC Contest, hein, tu peux regarder tous les endroits où les gens ont décollé même une seule fois. Donc ça, c'est des outils qui sont super intéressants. Comme ça, tu vas pouvoir cibler certaines zones. Et du coup, ensuite, après, tu as toutes les traces, hein. Les traces, elles sont pas pour s'enfermer dans une façon de faire, elles sont pour justement ouvrir sur différentes façons de faire. Regarder les grands axes, et regarder ce qui s'est déjà fait aussi, et qui est plus exotique. Et puis le jour J, tu as déjà ça en tête. Moi, je sais qu'une X-Alp, par exemple, je ne vais jamais faire de repérage. Et Kriegel, bon, lui, commence à connaître fortement les Alpes, mais il ne va pas en faire non plus. Et il y en a quelques autres comme ça. On travaille que sur carto et avec les traces, et je pense que ça marche très bien, ce fonctionnement, parce que
aller voir tel jour, tel site, enfin tel endroit, c'est souvent bien moins productif que de regarder X traces qui sont passées sur une, voilà, de mars à novembre, enfin voilà, où tu vas brasser beaucoup plus de choses dans plein de types de conditions. Il ne faut pas regarder que les traces des très bonnes journées, il faut regarder toutes les traces. Donc je pense que CFD, XC Contest, tu cibles la zone, hop, tu sors les traces, quoi. Et ben voilà, c'était la fin de cette petite FAQ et puis de la présentation pour cette Born to Fly. Je vous souhaite une bonne préparation et puis bah, on se retrouve le jour du départ, voilà, le 6 mai pour la Born to Fly. C'est bien le 6. Bravo. Bon, bah, super.